Tu rentres dans Ikea pour acheter une lampe à 9 euros. 2h30 plus tard, tu te retrouves à la caisse avec un caddie rempli de coussins, de bougies, d'ustensiles en tout genre et aussi avec une assiette de boulettes dans le ventre que tu n'avais pas prévu d'ingérer. Une fois que tu arrives dans ta voiture, tu te dis comment j'en suis arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, ouvre ton téléphone. Tu vas sur Amazon pour acheter un câble USB, un câble de charge. Au final, tu te retrouves avec une coque de téléphone, un chargeur sans fil et un truc bizarre que tu as vu dans la rubrique les clients ont aussi acheté. C'est exactement le même mécanisme en fait. Sauf que dans un cas, c'est un bâtiment de 28 mm² et dans l'autre, c'est un écran de 6 pouces. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'IKEA a inventé dans les années 50 avec du béton, de la moquette et des flèches au sol, des techniques de conversion que les meilleurs sites utilisent de nos jours. On retrouve un mélange explosif à base de parcours forcé, déclencheur d'achat impulsif, la fatigue décisionnelle aussi et le premier micro-engagement qui lui va ouvrir les vannes. IKEA c'est quand même 45 milliards de chiffre d'affaires en 2024 et plus de 700 millions de visiteurs. Et le plus fou dans tout ça, c'est que 60% de leurs ventes sont des achats non planifiés. Aujourd'hui, on va démonter la machine et je vais te montrer l'exact équivalent numérique. Parce que si tu comprends comment IKEA manipule le parcours physique, tu comprends comment les meilleures apps du monde manipulent le parcours digital. Et surtout, comment toi, tu peux utiliser ces leviers de manière éthique dans ton business. Quand tu rentres chez IKEA, tu t'engages sur un chemin qui fait 2 km. Le magasin fait l'équivalent de 5 terrains de football et il n'y a qu'un seul chemin. En interne, ils appellent ça le long natural way. Dans un magasin classique, un client ne voit que 33% des produits en rayon. Alors que chez IKEA, tu vois la quasi-totalité du catalogue. Tu passes des cuisines, aux toilettes, aux chambres, au bureau, même si tu n'as pas besoin de bureau, mais en fait tu vas quand même passer par les bureaux. Alan Penn, professeur à l'University College de London, a étudié spécifiquement ces magasins. Ce qu'il a découvert, c'est qu'en fait le tracé en zigzag dans le magasin, il te désoriente en seulement quelques minutes. Tu perds tes repères, tu ne sais plus où est la sortie et tu bascules dans ce qu'on appelle l'effet Gruen. Ce moment où l'agacement est tellement immersif que tu oublies carrément pourquoi tu étais venu. Le tracé s'incurve maximum tous les 15 mètres. Pourquoi? Parce qu'une ligne de vue courte empêche ton cerveau d'anticiper la suite. Tu ne peux jamais évaluer combien il te reste. En fait, tu rentres dans un état de découverte permanent. Et la comparaison avec les casinos de Las Vegas, c'est pas une métaphore. Bill Friedman a étudié plus de 80 casinos au Nevada. Et il a posé des principes de design très clairs. Plafond bas, ligne de vue courte, parcours labyrinthique, 0 fenêtre et 0 horloge. Ça fait beaucoup. Couper le visiteur du monde extérieur et le mettre dans sa bulle comme ça, c'est le maintenir en fait dans un présent perpétuel. Et IKEA fait ça à la perfection. Dernier détail que personne ne connaît. Les raccourcis qui existent dans les magasins IKEA sont déguisés en portes de service. Et IKEA change régulièrement ses portes pour éviter que les clients créent des cartes mentales du magasin. Si tu mémorises un raccourci, tu évites les produits. Alors il casse ta carte cognitive en fait. Ce long natural way, tu le vis tous les jours devant ton écran. C'est le scroll infini d'Instagram et de TikTok et même des autres réseaux. C'est un parcours sans fin où tu n'as ni repère et tu n'as ni parcours de progression pour te dire combien il me reste. Exactement comme chez IKEA ou dans les casinos de Las Vegas, tu n'as pas de fenêtre, pas d'horloge qui t'indique le temps passé dans les locaux. Et la ligne de vue courte chez IKEA, c'est l'équivalent de ce qui se charge au fur et à mesure que tu scrolles. C'est-à-dire que tu ne vois pas tout le film qui est possible de voir, qui fait que ton cerveau ne peut jamais anticiper ce qui vient après, donc il continue. Mais c'est là où ça devient intéressant pour quiconque construit une application, un SaaS ou bref, un produit digital. C'est le concept de parcours guidé. Les meilleurs parcours d'onboarding d'applications SaaS fonctionnent exactement comme le long natural way. Quand Notion ou Figma te fait passer par une séquence d'étapes obligatoires, par exemple créer un premier document, inviter un collègue, remplir telles informations, tu rentres dans un labyrinthe digital. Tu ne peux pas sauter les étapes, tu es exposé, que tu le veuilles ou non, à des fonctionnalités que tu n'aurais peut-être pas explorées tout seul. Et c'est calculé pour maximiser en fait ton activation. La différence fondamentale entre un site et surtout une application qui convertit ou pas, c'est le long natural way. Est-ce que tu laisses l'utilisateur se balader comme dans un supermarché classique où il ne voit que 33% de tes services ou de tes produits, ou est-ce que tu fais en sorte qu'il voit la quasi-totalité? Le labyrinthe, c'est le contenant. Mais ce qu'il y a dedans, c'est encore plus redoutable. Et là, les points avec le numérique sont flagrants. Le boula boula, c'est les promotions en vrac qu'on voit sur les sites e-commerce. Chez Ikea, c'est le nom des grandes bassines là, remplies de trucs en vrac qu'on voit, des peluches, des trucs, des ustensiles, il y a un peu de tout dedans. C'est pas du désordre, on l'a vu dans la vidéo sur Amazon, je te recommande d'aller la voir si tu l'as pas vu. Le cerveau humain associe instinctivement l'entassement de plein d'objets à une bonne affaire. Si on les a mis comme ça, c'est que ça doit pas coûter cher en fait. C'est l'inverse du principe de rareté qu'on retrouve dans les entreprises de luxe. Ces bacs sont précisément placés tous les 100 mètres comme des paniers d'achat impulsifs en fait, pour que les gens viennent et prennent « Ah bah tiens, au final j'avais ça », pour justement jouer sur cette fatigue mentale qui s'accumule au fur et à mesure de ton parcours dans le magasin Ikea.
En ligne, c'est le même principe, mais avec un habillage juste un peu différent. Tu vas commencer à mettre un article dans ton panier. Tu as une première pop-up qui revient. On te dit, tiens, vente flash, profite de cet article à moins 50%. Tu la fermes. Ensuite, tu continues à naviguer sur le site. Tu continues à regarder d'autres articles parce que le site te plaît, la marque te plaît, peu importe. Tu mets un deuxième article dans ton panier. Et là, hop, une autre pop-up, pas exactement la même que la première. Et là, c'est plus proche de quelque chose qui t'aurait plu. On passe de, je sais pas, de chaussettes qui t'avaient été recommandées à peut-être la paire de chaussures que tu as toujours voulu avoir et que tu pouvais pas te payer parce que c'était trop cher. Et bien là, au final, elle est à moins 60%. Tu l'avais pas prévu, et comme ça fait longtemps que tu la cherches, ben là, tu l'ajoutes à ton panier. Ben, c'est exactement le même principe en fait. On trouve la même stratégie sur Booking. On va voir par exemple une petite note qui te dit 1200 personnes sont en train de regarder le même séjour ou ce genre de note là. Donc pour résumer, l'abondance affichée c'est égal à une bonne affaire. La zone Open the Wallet, c'est la première zone de micro-engagement digital. Alors qu'est-ce que c'est? Dès les premiers mètres chez Ikea, en fait, tu vas tomber sur des bougies, des dessins, des produits vraiment pas chers à 1 euro du quotidien qu'on sait que la majorité des gens ont besoin. En interne, ils appellent ça les breathtaking items. L'objectif avec ces articles, c'est de te faire sortir de l'attitude de visiteur à l'attitude d'acheteur. Tu changes de rôle dans le magasin. La théorie d'Ikea est implacable. Soit tu es un visiteur qui n'achète rien, soit tu deviens un acheteur qui achète beaucoup. Si à l'entrée tu prends un de ces produits à 1 euro dans ton sac, ben en fait machinalement, petit à petit, au fil du parcours, tu vas te retrouver à accumuler beaucoup plus de choses, beaucoup plus de produits et faire augmenter ton panier moyen et arriver à un budget que, comme on le disait, tu n'avais pas prévu et comme on disait en début de vidéo, sûrement 60% de ce que tu as pris n'était pas des achats anticipé. C'est exactement le principe du tripwire en marketing digital. Tu proposes un produit à 7 euros, un mini cours, un template, un truc relativement simple qui répond à un petit problème du quotidien. Le but, c'est de faire passer ton visiteur à un client, quelqu'un de chaud qui te connaît, qui a déjà acheté chez toi. Parce que quelqu'un qui a sorti sa carte bancaire chez toi, la probabilité qu'il achète à nouveau est multipliée par 4 à 8 selon les études. Spotify qui te propose les 3 mois à 99 centimes, c'est exactement le Open Wallet de Ikea, te faire passer d'un visiteur gratuit à un client premium. Le restaurant, c'est la rétention par le confort. Le restaurant Ikea vend plus d'1 milliard de boulettes par an et plein d'autres produits avec des prix volontairement cassés. Pourquoi? Après 2 km, tu es fatigué. Tu es fatigué physiquement, tu es fatigué émotionnellement et ta capacité de décision est amoindrie. Donc en fait, quand tu sors du magasin, quand tu viens de faire tes achats, le restaurant, c'est vraiment le truc qu'il te manque pour repartir de chez Ikea en étant en forme, en te sentant bien. Donc le restaurant te recharge et te permet de quitter Ikea en étant confiant, en ayant l'impression d'avoir passé vraiment un bon moment, une belle expérience et en te rassurant dans tous les achats que tu viens de faire. Dans le digital, c'est la logique de la pose de valeur gratuite dans un tunnel de vente. Quand une app te donne un premier résultat rapide sans te demander de payer, par exemple comme Duolingo qui te permet de faire ta première leçon, en fait c'est les boulettes suédoises de chez Ikea. Tu recharges la motivation de l'utilisateur au moment où il est sur le point de décrocher. Tu le gardes sur ton app et tu augmentes ainsi significativement les chances que tu arrives à le convertir en client. L'effet Ikea. Pourquoi les utilisateurs restent sur un produit qu'ils ont configuré? L'effet de monter un meuble soi-même crée un biais cognitif documenté par 3 chercheurs à Harvard. En fait, on attribue une valeur qui est complètement disproportionnée à un objet auquel on a participé en soi à le monter. Même si on ne l'a pas produit nous-mêmes, c'est pas nous qui avons coupé le bois, le fait qu'on l'ait monté, ça donne cette disproportion dans la valeur de l'objet. Mais attention, ça ne fonctionne que si tu réussis à monter l'objet. Si tu échoues, ce biais-là, il disparaît complètement. D'où le calibrage extrême de la difficulté chez Ikea. C'est exactement ce qui se passe quand tu passes du temps à configurer un outil digital. Quand tu passes 45 minutes à configurer ton dashboard Notion, tes automatisations sur Zapier ou encore ton meilleur CRM avec toutes tes étiquettes, tes libellés et tout, en fait, tu l'équipes plus. Pas parce que l'outil est meilleur que les autres, mais parce que tu as investi de l'effort et que ton cerveau, du coup, machinalement, il surévalue le résultat. Les meilleurs produits SaaS l'ont compris. Ils te poussent à personnaliser très tôt. Plus tu configures, plus tu restes. Et c'est ça l'effet Ikea au final. C'est l'effet Ikea digital. D'ailleurs, c'est exactement le type de mécanisme qu'on implémente avec Piclab quand on construit des parcours utilisateurs pour nos clients. On calibre la difficulté de l'onboarding pour que l'utilisateur investisse juste assez d'efforts pour rester sans le perdre. Si tu as un projet digital et que tu veux qu'on regarde ça ensemble, le lien est en description. Maintenant, on va passer de l'autre côté du miroir. Parce que derrière les boulettes et les sacs jaunes de Ikea, il y a une autre machine qu'en fait, ils ne veulent pas qu'on voit. Ikea ne conçoit jamais un meuble et lui définit son prix. C'est toujours l'inverse. Elle définit le prix et ensuite, à partir de là, elle construit le meuble. Les designers doivent créer un produit qui rentre dans cette enveloppe. L'histoire de la tasse Bang résume exactement ce principe chez eux. Elle est vendue à seulement 50 centimes. Sauf qu'initialement, on pouvait mettre sur une palette environ 864 tasses. Alors l'équipe a passé un temps monstrueux pour redessiner plusieurs fois la tasse au niveau de son design afin d'être capable d'en empiler beaucoup.
beaucoup plus. Pour arriver à un résultat de 2204 tasses par palette, 60% d'économie sur l'expédition et le client n'a jamais vu la différence. C'est toujours une tasse à 50 centimes. Même logique avec le flat packing. La chaise plein temps, en ajustant les courbes de quelques composants, ils sont passés de 2750 chaises par conteneur à plus de 6900, soit une capacité de 150% en plus. Donc c'est tout ça qu'on va réduire sur le transport en camion, sur les transports dans les conteneurs, dans les bateaux. Donc c'est des économies qui sont juste énormes pour optimiser les coûts. Mais cette obsession du prix bas a un revers. IKEA a créé le meuble jetable. Des études à la conférence Plate de 2025 montrent que 44% des Britanniques n'ont jamais vu un de leurs meubles se casser. Ils les remplacent par lassitude. IKEA a inventé l'obsolescence par le style. Maintenant, penchons-nous un peu sur la machine fiscale d'IKEA. Leur structure, elle est coupée en deux. D'un côté, on a le groupe IKEA, donc les magasins, qui est détenu par une société néerlandaise. Et de l'autre côté, on a Inter IKEA, qui est la propriété intellectuelle de la marque. Et cette dernière, elle est contrôlée par une fondation au Liechtenstein. Chaque magasin verse 3% de son chiffre d'affaires à cette fondation pour le droit en fait d'utiliser la marque. Ces 3% sont déduits donc des bénéfices locaux, ce qui assèche les impôts qu'ils devraient payer à la base en France, en Allemagne ou dans tous les autres pays en fait. L'argent transite vers les Pays-Bas, vers le Luxembourg et le Liechtenstein. Et pendant ce temps, le fondateur Campard, il roulait dans une Volvo de 1993 et il réutilisait ses sachets de thé. Cette personne est décédée avec une fortune de plus de 58 milliards de dollars. Dernier fait, les noms. Billy, Malm, Kallax. En fait, Campard était dyslexique. Il ne retenait pas les numéros de série, alors il a créé une taxonomie basée sur des choses que lui était capable de retenir. Alors il a créé une taxonomie. Lac suédois pour les salles de bain, ville norvégienne pour les lits, prénom masculin pour les bibliothèques, prénom féminin pour les rideaux. Chaque nom au final a une logique cachée. Et c'est là que je veux qu'on prenne du recul. Parce que ce qu'on vient de voir, c'est pas juste une étude de cas sur un vendeur de meubles. IKEA a prouvé un truc fondamental. Le parcours compte plus que le produit. La qualité de leurs meubles est objectivement moyenne, tout le monde le sait, ça je t'apprends rien. Et pourtant, 45 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Parce que le génie n'est pas dans le produit, il est dans la manière dont tu le découvres, ton expérience à lui et les liens que tu tisses avec ce produit. Et c'est ça la meilleure leçon que tous les produits digitaux doivent retenir pour 2026. T'as beau avoir le meilleur outil, la meilleure app, si ton parcours utilisateur est un supermarché classique et que tes visiteurs ne voient que 33% de ta valeur, alors tu perds. Mais voilà le truc, même IKEA est en train de pivoter parce que le e-commerce désormais représente 40% de leur part de marché. Et là, dès maintenant, ils vont commencer à former environ 30 000 personnes à l'IA parce qu'ils ont compris que le monde de 2026 et ses enjeux est fondamentalement différent. C'est plus le même. Et c'est là que ça pose une question importante parce que tout ce qu'on a vu, le labyrinthe, la fatigue décisionnelle, les micro-engagements, l'effet IKEA, tout ça, c'est surpuissant. Mais concrètement, comment toi est-ce que tu traduis ça sur ton site ou sur ton application? C'est quoi ton parcours client? C'est quoi ton business? Comment en fait tu fais en sorte que les gens qui viennent sur ton produit voient 70 à 80% de la valeur qu'il y a dedans? Parce que la réalité, c'est que 90% des sites que je vois, ils sont comme un supermarché classique. Le visiteur arrive, il voit seulement un tiers de ta valeur. Pas de long natural way, pas de zone open de wallet, rien de tout ça. Pas de mécanisme de rétention, juste une page d'accueil, un menu et un bouton contactez-nous que personne ne clique. Et le pire, c'est que la plupart des entrepreneurs ne s'en rendent même pas compte. Ils pensent que le problème, c'est le produit. Alors qu'en fait, le problème, c'est le chemin entre le visiteur et le produit. C'est exactement ce que je détaille dans ma prochaine vidéo. Je te montre étape par étape comment structurer un parcours de vente qui met en place ces leviers qu'on vient de mentionner sur un vrai site et avec de vrais exemples. Ce sera pas de la théorie, mais de l'implémentation concrète. Elle est juste là, mais avant de cliquer sur la vidéo, n'oublie pas de liker celle-ci et de t'abonner. Laisser un commentaire pour me dire ce qui t'a plu ou pas, ce que je peux améliorer et quel sujet t'intéresse. En tout cas, je prends un grand plaisir à créer ces vidéos. N'hésite pas à me faire un feedback et je te dis à bientôt. Ciao!